Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. Interdiction de sortir du pays, d'ouvrir son commerce ou simplement de faire la bise. La pandémie a fait mal à nos libertés et peut-être même à notre démocratie. On va en parler avec vous, Joanne Rochelle. Vous êtes docteur en droit, directeur du laboratoire d'éthique de l'innovation, le laboratoire Ethics. Vous, Joanne Rochelle, est-ce que vous avez perdu une liberté? Est-ce que vous avez senti avoir perdu une liberté? J'ai perdu une liberté d'une certaine tranquillité d'esprit. Les choses qui étaient avant logiques, naturelles, ne sont plus. Ok, un exemple? Sortir de chez soi, avoir des contacts sociaux absolument standards, il y a encore 3 mois. Aujourd'hui, tout est devenu compliqué, tout est devenu potentiellement dangereux. Il faut réfléchir à tout ce qu'on fait. Avant de poursuivre cette discussion avec vous, Joanne Rochelle, je vous propose ce petit tour d'horizon des restrictions qu'a entraîné le virus avec Emmanuel Tagnard. Et je vous préviens, ça fait un peu peur à voir. La crise du coronavirus a mis les populations à rude épreuve. Des mesures étatiques ont restreint temporairement les libertés individuelles. Comme le montrent ces images, largement diffusées sur les réseaux sociaux chinois, des malades ont été emmenés de force par la police dans des hôpitaux et des portes ont été soudées pour empêcher les habitants de sortir. En Italie, dès que le virus apparaît, certains villages sont isolés du monde au moyen de cordons sanitaires avant que tout le pays soit placé en quarantaine. La France ne tarde pas à lui emboîter le pas en déclarant l'état d'urgence sanitaire. Les frontières se ferment ainsi que les restaurants, les lieux publics, marchés, crèches, écoles et universités. Interdiction de sortir de chez soi sans autorisation. Certaines villes instaurent même des couvre-feux. La police utilise aussi des drones de surveillance. Alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Le sport se pratique uniquement autour de chez soi. Des gestes barrières sont exigés avec des distances d'au moins 1 mètre. Interdiction de se serrer la main ou de s'embrasser. En Suisse, le Conseil fédéral applique des mesures similaires à la France, mais sans recourir à un confinement aussi strict. Ce que nous faisons dans le pays aujourd'hui est en fait très proche de ce que font les pays autour de nous. La différence peut-être, c'est que nous ne faisons pas de politique spectacle, nous ne faisons pas de politique d'annonce, parce que ce qui compte, ce ne sont pas les 15 secondes ou les 20 secondes de l'annonce. Ce qui compte à partir de maintenant, ce sera l'adhésion de la population à ces mesures pendant plusieurs semaines. En Hongrie, depuis le 13 mars, Viktor Orban est le seul maître de son pays. Son gouvernement est autorisé à légiférer par ordonnance pour une durée illimitée. Des pouvoirs exceptionnels pour lutter contre l'épidémie, mais l'opposition dénonce des mesures quasi dictatoriales. En Nouvelle-Zélande, les autorités ont lancé le 30 mars dernier un site de délation en ligne pour dénoncer ses voisins en cas de non-respect des règles de confinement. Le jour de son lancement, le site a recensé plus de 4200 délations en moins de 24 heures. Au Liechtenstein, 2000 citoyens ont accepté de porter un bracelet connecté mesurant la température corporelle, le rythme cardiaque et la respiration pour les alerter en cas d'infection. Si les données sont analysées anonymement, le procédé soulève des questions éthiques, mais la recherche semble avoir la priorité sur la protection de la vie privée. En Belgique, la première ministre s'est vue attribuer des pouvoirs élargis. La présidente de la Ligue des droits de l'homme reste vigilante. On a pu observer parfois des gouvernements qui vont profiter d'un moment de crise pour que l'exécutif, le pouvoir exécutif se voit arroger des pouvoirs démesurés par rapport aux autres pouvoirs. Et ça, c'est inacceptable dans un état de droit. Certaines situations d'urgence peuvent devenir une norme, comme aux États-Unis. 1 mois après les attentats du 11 septembre 2001, George Bush fait adopter par le Congrès le Patriot Act. Cette loi antiterroriste accorde aux autorités des pouvoirs étendus en matière de surveillance, de détention et d'investigation. Le Patriot Act autorise des perquisitions, même en l'absence des occupants. Il donne accès à des données confidentielles, comme des relevés bancaires ou la liste des livres empruntés dans une bibliothèque. Il permet aussi la mise sur écoute, une révolution au pays des sacro-saintes libertés individuelles. Ce ne sont plus seulement les disciples de Ben Laden qui sont surveillés, mais l'Amérique tout entière. Joanne Rochelle, je vous ai vu regarder la séquence son bronché. Ça vous fait peur, ça vous inquiète un peu toutes ces successions de privation de liberté?
C'est vrai que ça fait peur et on prend conscience du privilège qu'on a d'être en Suisse, dans un état de droit qui est solide, où on a plusieurs fois entendu la présidente Sommaruga dire qu'elle allait rendre les pleins pouvoirs que le Conseil fédéral a obtenu vis-à-vis du Parlement. Donc en Suisse, tout va bien. Mais c'est vrai que si on regarde au-delà des frontières, même chez des voisins européens, on voit que la tentation de profiter d'une crise sanitaire pour rassembler un maximum de pouvoir dans les mains d'un exécutif et ensuite agir sans contrainte est vraiment très très rapidement une réalité politique. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement problématique. On a terminé avec l'exemple américain, le Patriot Act. C'est l'exemple qui fait un peu peur parce que on a tout d'un coup une situation qui est une situation exceptionnelle. Alors là, pour le coup, c'était le 11 septembre. Et on se rend compte que des mesures exceptionnelles sont pérennes et on continue même quand tout d'un coup la levée du risque a lieu. Est-ce que c'est ce risque, c'est de dire que ces mesures qu'on adopte maintenant vont continuer dans le temps ? Il y a deux scénarios catastrophes. Le premier scénario, c'est on prolonge la menace. On est dans un état permanent de menace et donc ce qu'on avait appelé l'état d'urgence se poursuit de manière indéfinie dans le temps. Je pense que c'est le scénario de la lutte contre le terrorisme. On est en permanence, on le remarque même plus vraiment, on est en permanence dans un état où on se dit qu'il y a une menace potentielle du point de vue terroriste qui est présente et qui justifie tout un tas de mesures qui sont devenues presque standards. On les oublie, mais elles sont simplement là, à la disposition de la police, des services de renseignement. Donc ça, c'est le scénario où l'état d'urgence se prolonge. Et il y a l'autre scénario où on revient en arrière, ce n'est plus l'état d'urgence, mais des mesures qui avaient été adoptées durant l'état d'urgence, elles restent en place et se prolongent en situation normale. Et je pense qu'on doit rester vraiment attentif sur les deux plans, éviter que l'état d'urgence se prolonge. Il faut une fois dire non, l'urgence, elle est terminée, on retourne à un état normal et éviter que les mesures elles-mêmes se prolongent. Vous, en Suisse, petit bilan peut-être sur votre blog qui est hébergé par Le Temps. Vous avez beaucoup écrit, ça vous a inspiré. En Suisse, ça va, c'est plutôt light comme mesure. Si on prend les autres pays, comme on a vu dans la séquence, on est plutôt assez modéré. Disons qu'on a eu une phase d'urgence où le Conseil fédéral a dit « nous allons limiter certaines libertés des citoyens et des citoyennes de ce pays ». Ça, c'est la dimension vraiment verticale. C'est le rapport entre l'État et les individus. Si vous voulez, c'est Alain Berset, Daniel Corr, Simonetta Sommaruga qui expliquent à la population que certaines libertés, elles seront limitées. On ne pourra plus faire tout ce qu'on voulait faire. La principale était la liberté de se déplacer, de rencontrer qui on voulait. Tout ça a été d'un seul coup extrêmement limité, de tenir commerce, d'ouvrir son restaurant. Donc des libertés extrêmement fondamentales dans un État libéral. Pendant un certain moment, elles ont été fermées. Sur ce plan-là, je pense qu'il n'y aura pas de problème en Suisse. On va revenir assez rapidement, on y est d'ailleurs, à une phase de normalisation. Maintenant, il y a l'autre dimension des libertés individuelles qui est absolument clé dans une société libérale. C'est entre les individus, la dimension beaucoup plus horizontale des libertés. C'est les libertés que vous et moi, nous tous dans la société, on s'accorde mutuellement, on négocie au quotidien. Imaginez des scènes de la vie quotidienne, on est dans une file d'attente à la poste, on est dans les transports publics. Et là, il y a des règles qui expliquent comment on se comporte. C'est des règles qui étaient valables dans un état normal, prenez le début de l'année 2020, et aujourd'hui, il va falloir les réinventer. Les relations vont changer, c'est ça que vous dites ? Elles vont changer, elles changent en permanence un petit peu, mais là, depuis le début de l'année, elles vont changer de manière radicale. Et maintenant, on est dans la phase de déconfinement, et je pense que c'est pour ça que cette phase, elle est si complexe, c'est qu'on doit réinventer au quotidien les marges de liberté qu'on veut s'accorder les uns aux autres. J'ai 2 jeunes enfants, et je suis souvent dehors avec eux, en train de faire les courses, en train d'aller au magasin, et je vois que la réaction des gens vis-à-vis des enfants, qui sont des facteurs plus difficilement contrôlables que les adultes, certains ont peur, certains sont stressés, et ça, c'est des situations absolument nouvelles, et il va falloir réapprendre à vivre. Comme ça, on choisit les libertés qu'on décide de rogner entre nous de manière presque automatique, de dire on ne va plus faire exactement la même chose, on va s'interdire de se serrer la main, peut-être ça va devenir un réflexe un peu bizarre, et là, ce n'est pas l'État qui nous le dit, c'est vous, c'est moi, c'est nos relations, c'est notre vivre ensemble qui va nous l'imposer presque naturellement. Absolument, l'État va mettre le cadre, donc c'est ces libertés formelles, celles-là vont être rapidement de nouveau garanties. Et puis l'État intervient quand même dans ces libertés entre nous en donnant quelques messages, les conseils sanitaires. Et c'est là un des risques d'un État qui serait perfectionniste, qui veut le bien de ses citoyens en permanence, qui m'explique comment je dois me comporter en toute situation. Et là, il y a une petite pente glissante qui n'est pas en termes de liberté, mais qui est en termes de me dire ce que je devrais faire. C'est l'État paternaliste, l'État bienveillant qui va me dire comment vivre. Et puis je pense qu'après, c'est absolument vrai. Reprenez le proverbe. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Cette phrase-là,
on est en train de la réinventer dans une phase post-Covid-19. Et il va falloir qu'on se relimite sur certains points pour accorder la liberté nécessaire aux autres. Et puis, on va avoir des phases où on va s'affirmer et dire non, là, je pense vraiment ça va trop loin. Là, on est dans une situation où la peur n'est pas rationnelle. Là, on devrait pouvoir faire ça. Et on va avoir des frictions. Cette phase-là, elle n'est pas facile. Elle n'est pas toujours dans une ambiance d'harmonie où tout le monde tombe rapidement d'accord. Il y aura des frictions, il y aura des conflits. On va les voir sur l'espace public. Et il va falloir apprendre à gérer ces conflits nouveaux qui traduisent simplement qu'on se réinvente une nouvelle normalité. Joanne Rochelle, vous le saviez mieux que moi, vous avez fait de la philosophie politique. On n'est jamais libre quelque part. L'homme n'est pas un empire dans un empire, comme dirait Spinoza. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce que, ok, la loi, elle est légale. L'exécutif a pris une décision, mais elle est peut-être, voilà, je sais pas, elle est illégitime, elle est immorale. Et là, on ne comprenait pas très bien où était ce glissement. On regardait la France, on se disait, la France, l'État interdit les gens de sortir sans leur petite fiche. Là, on sentait qu'on ne savait pas exactement si on glissait en dehors de la moralité, si l'État allait trop loin. Quand est-ce que c'est légal, mais ce n'est pas forcément moral? Elle est où cette limite? Et on l'a vu dans la séquence, on ne sait pas très bien quand elle est franchie ou pas, quelque part. Alors cette limite, elle est absolument clé dans une situation justement extraordinaire où l'exécutif a des pouvoirs qui sont eux aussi extraordinaires. Il y a une base légale, ça c'est la dimension formelle, où le Parlement, et nous à travers le Parlement, on a donné mission, on a donné compétence au Conseil fédéral chez nous de prendre certaines mesures dans une situation d'urgence. Ça c'est la partie la moins problématique. Par contre, quand il utilise ce droit d'urgence, le Conseil fédéral doit faire preuve d'une prudence à toute épreuve, et on l'a bien entendu dans le nouveau proverbe inventé par Alain Berset, il traduit cette prudence. C'est pour ça qu'on a eu recours aussi en permanence, vous l'avez entendu presque chaque jour, le terme de proportionnalité, le juste milieu, la juste mesure dans ce qu'on fait. Et ça, c'est un principe qui invite justement la morale dans le droit et qui nous dit aïe, soyons extrêmement attentifs en tant que citoyens et citoyennes, soyons prêts à critiquer le droit ou les mesures qui sont prises au nom du droit et passons-les au crible de la morale, des libertés individuelles, de notre vision de la société. Et on a vu ça dans toute cette période de confinement. La société civile, comme on l'appelle, elle s'est aussi réveillée, après une petite phase de léthargie où on était un peu sous le choc, on s'est réveillé et on a commencé à critiquer. On n'entendait plus la société civile, on regardait ce qui se passait et on était suspendu au point presse du Conseil fédéral. Alors ça c'est clair, c'était la phase, si vous voulez, mi-mars, où tout le monde était devant les conférences du Conseil fédéral, on écoutait Daniel Corr qui semblait répandre la vérité sur Terre, ou en tout cas en Suisse. Et après on a vu de vie, une deuxième vague qui s'est mise en route, et là c'était la vague beaucoup plus critique, absolument souhaitable en démocratie. Si tout le monde est d'accord, c'est a priori assez mauvais signe. Et donc c'était très très bien que le Conseil fédéral soit critiqué. Le mot-clé qui rassemble tout ça, c'est le terme de confiance. Et c'est pas pour rien qu'Alain Berset y a souvent eu recours en demandant la confiance, en faisant appel à notre responsabilité. Il s'agissait de comprendre les mesures qui étaient attendues de notre part, mais aussi de pouvoir les justifier et de pouvoir les critiquer afin d'avoir une justification qui était meilleure. Donc le travail qu'on va devoir faire, c'est de pouvoir maintenant revenir sur ce qui a été fait, sur les décisions qui ont été prises dans ce temps qui était le temps d'urgence un peu spécial, de dire mais non, on se pose autour de la table, peut-être le législatif se pose et on se dit qu'est-ce qui s'est passé après cette léthargie, voir si on a bien agi quelque part aussi, peut-être l'exécutif, le Conseil fédéral a bien agi, avec peut-être on va être plus tolérant sur une certaine marge d'erreur parce que la situation est tellement exceptionnelle qu'on ne peut pas se dire qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place, on n'aurait peut-être pas fait mieux. Mais Absolument, on va poser la question de la responsabilité des décisions qui ont été prises, c'est le moment du bilan politique, il va venir, on est encore dans la phase un peu d'urgence, et on va poser les deux questions classiques de la responsabilité. Est-ce que le Conseil fédéral savait quel type d'informations il avait à disposition et est-ce qu'il pouvait faire autrement? Quelle était sa véritable marge de manœuvre? Et en faisant la conjonction de ce pouvoir et de ce savoir, on va poser la question de la responsabilité. Au final, une question simple, mais ô combien difficile politiquement, c'est a-t-il bien agi à chaque instant de cette crise? A-t-il pris les bonnes décisions en l'état des informations qu'il avait au moment? Mais quand même, ça nous fait peur, parce que nous, en Suisse, on est dans une démocratie semi-directe, un peu style rousseauiste, on s'impose nos lois, et tout d'un coup, on se dit, voilà, on a un État qui, tout d'un coup, est spectaculaire, un État d'urgence, peut-être, avec des raisons d'État, quelque part. Et là, on est muselé, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de... Et on se dit, mais si tout d'un coup, il y a encore une catastrophe encore plus grande, qu'est-ce qui nous empêche d'arriver dans un État qui décide de tout, et puis nous, voilà, on n'a plus rien à dire, et notre démocratie marche bien par beau temps, et puis par temps d'orage, on n'a plus rien à dire quelque part.
C'est vrai que ce temps du bilan viendra aussi pour la société civile organisée, les contre-pouvoirs officiels également. Hein. Le Parlement, on a vu toute la discussion autour de cette session extraordinaire du Parlement. Les tribunaux, une fois ou l'autre, seront peut-être appelés à se prononcer sur certaines de ces mesures. Et je pense que c'est une leçon qu'on doit tous et toutes tirer, c'est de dire comment renforcer cette démocratie, vous l'avez bien dit, pas seulement par beau temps, où on a soi-disant le meilleur système du monde, les Suisses et les Suissesses en sont très fiers, mais aussi pour mauvais temps, comment assurer les anticorps nécessaires. Ouais. Le Conseil fédéral peut être extrêmement bien intentionné, bienveillant. C'est simplement une règle presque logique. Qui a trop de pouvoir tend à mal l'utiliser, à l'utiliser à des fins qui sont parfois douteuses, problématiques, ou en tout cas qui ne permettent pas le débat démocratique. Et donc on doit renforcer cette capacité à avoir un débat en permanence, même par mauvais temps. Et mettre peut-être des petits leviers de sécurité. On va regarder une deuxième séquence avec vous, Johan Rochel. C'est un peu votre dada, les nouvelles technologies, le traçage, on en parle de plus en plus, voilà, avec le téléphone portable, ces applications pour que voilà, on sache qui a été contaminé. Et ça peut poser aussi la question des dérives. C'est également Emmanuel Tanière qui a réalisé cette séquence. Votre téléphone portable est le seul détective au monde qui ne vous lâche pas d'une semelle, de jour comme de nuit. En Suisse, le Conseil fédéral a proposé une application de traçage des porteurs du Covid-19, lancée par l'EPFL et l'EPFZ, avec le soutien de l'OFSP. Il s'agit d'une application utilisée de manière volontaire qui alerte les utilisateurs s'ils ont été en contact avec une personne porteuse de la maladie. Le principe est simple. A, porteur du virus, a été en contact avec B et C. Avec l'application, le malade A entre dans le système et lorsqu'il est testé positif, l'information validée par un médecin est envoyée anonymement. Ainsi, B et C sont prévenus qu'ils doivent se faire tester et s'isoler. La différence de notre application en comparaison avec des systèmes plus centraux, c'est que toutes les calculations sont seulement dans le téléphone et pas dans un serveur central. Pour être efficace, l'application devrait être utilisée par au moins 60% de la population suisse. Le Parlement a demandé que cette application se fonde sur une base légale solide qui devrait être prête en juin après une phase de test. À l'inverse, le gouvernement israélien a recours au Shin Bet, le service de renseignement antiterroriste, pour traquer les porteurs du virus. Israël peut ainsi exploiter les données de tous les téléphones en circulation dans le pays. Il sera possible de récolter des renseignements sur l'historique des déplacements d'un individu durant les 2 dernières semaines. Ces renseignements seront ensuite croisés avec ceux d'autres personnes qui ont été en contact physique avec lui. Les personnes détectées reçoivent alors un message sur leur téléphone. Selon une enquête épidémiologique, vous étiez le 15 mars dernier à proximité d'un malade du corona. Placez-vous immédiatement en quarantaine. Comme la Chine, Israël ne plaisante pas avec le confinement, comme le prouve ce genre d'arrestation musclée. L'homme qui se débat n'est pas un délinquant, mais un citoyen qui devrait se trouver en quarantaine. Un recours a été déposé devant la Cour suprême contre cette surveillance radicale. Il a été rejeté. Les États-Unis vont aussi utiliser ce procédé en s'appuyant sur les géants du numérique. Nous avons transmis de notre propre initiative notre localisation à toutes les applications qui nous les ont demandées. Facebook, Google ou WhatsApp savent exactement où nous nous trouvons actuellement et ils ont notre permission. Ils savent que je suis sur l'avenue Rothschild et probablement tous mes déplacements depuis 2 mois. Johan Rochel, on a l'impression que les États misent beaucoup sur ces nouvelles technologies. Bon, on a vu des modèles très différents. Peut-être si on prend le modèle suisse, basé un peu sur le volontariat, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans cette phase de crise du Covid-19, on a vu 2 types de modèles. On a eu cette discussion quand Swisscom a dû mettre à disposition ces données pour repérer... Ça a fait grincer des dents. Ça a fait grincer des dents pour repérer d'éventuels attroupements dans l'espace public. Donc les données étaient agrégées, impossible d'évaluer si Johan Rochel était à un certain endroit. Mais par contre, on pouvait dire là, il y a 50 personnes et ça, c'est pas très bon. Là, on a vraiment un type de relation verticale où l'État obtient certaines informations auprès des opérateurs. Ouais, mais quand même. Ça met mal à l'aise. Et là, c'est extrêmement dangereux à nouveau. Si l'État obtient ces informations, on a ce risque d'État paternaliste, à nouveau bienveillant. On est toujours dans un but extrêmement bienveillant. On veut protéger la santé des citoyens. Personne ne trouve rien à redire là-dessus. Par contre, la fin ne va pas justifier tous les moyens. Et on sent bien que l'État peut aller extrêmement loin. En Israël, l'État a le même argument. Il va dire c'est pour protéger la santé des citoyens. Et on voit bien que ça peut déraper très rapidement. Je pense qu'avec l'application de traçage, on est dans une toute autre logique, où là, l'État est entre guillemets extérieur
à ce qu'il nous invite à faire. Il nous invite à nous équiper chacun sur nos téléphones personnels d'un outil qui va permettre de signaler si on a été à proximité pendant 15 minutes d'une personne qui a elle-même ensuite été se déclarer malade. Donc on va recevoir une notification. L'État n'a pas accès à ces informations. Donc on est dans un système, j'emploie quand même le terme de surveillance, mais il faut bien être conscient qu'il y a une surveillance très très différente. L'État nous encourage à échanger mutuellement des données sur avec qui j'ai été à proximité durant un certain laps de temps. Et c'est très différent. Il faut aussi rendre justice au travail qui a été fait derrière cette application dans le but de garantir le plus possible le respect de la vie privée. Mais maintenant, tous les problèmes ne sont pas réglés avec le respect de la vie privée. Ça, c'est absolument clair. Mais quand c'est basé sur une décision volontaire comme à Singapour, il faut une masse critique pour que ça marche. On voit que ça n'a pas marché parce qu'ils étaient à 20% et qu'il fallait que ce soit 60-70% pour que ça marche. Puis tout d'un coup, quand on arrive sur le cas d'Israël, ben voilà, c'est forcé. Et puis là, ça pose problème. Donc c'est compliqué de trouver la juste mesure. Et puis on a peut-être été aussi traumatisé par le fait qu'on nous répète à longueur de journée. Et c'est vrai qu'on utilise nos données, on nous vole nos données. Et que si ces technologies tombent entre de mauvaises mains, c'est une partie de notre liberté, c'est une partie aussi de notre intimité qui est volée. On sait où on est, on peut nous traquer. Alors on ne sait pas où on est, mais en tout cas, c'est cette crainte que cette technologie aussi tombe entre de mauvaises mains. Et c'est vrai que la dimension volontaire, c'est le cœur de ce projet. Et d'ailleurs, tous les acteurs le mettent sans cesse en avant. Maintenant, il va falloir parler de qu'est-ce que c'est vraiment cette dimension volontaire. Que l'État ne m'oblige pas formellement à installer cette application sur mon téléphone, ça c'est très bien. Maintenant, on n'a pas encore épuisé toutes les dimensions de la question. Il ne faut pas que mon employeur ou d'autres acteurs puissent faire pression sur moi, même sans m'obliger formellement. Ils me recommandent assez lourdement d'installer cette application. A priori, ce n'est pas une menace directe sur la dimension volontaire, mais pour beaucoup d'entre nous, ça veut dire concrètement, de facto, une obligation d'utiliser l'application. Et ça, il faut absolument s'en prémunir. Si on dit l'application est seulement sur une base volontaire, alors il faut prendre extrêmement au sérieux ce message. Il faut tout mettre en place pour que pour chacun et chacune, la dimension volontaire soit conservée. Il y a bien sûr une dimension de justice sociale dans cette discussion. Il faut se mettre à la place de gens qui sont dans une position vulnérable vis-à-vis de leur employeur, qui n'ont pas forcément le choix de dire oui ou non. On peut nous dire si tu viens travailler, mais tu installes l'application. Et puis du coup, là, le volontariat, il saute un peu en éclats. Alors, il n'y a pas de base légale pour obliger les gens, mais même une recommandation pour certains qui ont un travail un peu précaire, qui sont dans les petits souliers quand ils parlent avec leur patron, c'est de facto une obligation. Il y a un rapport d'autorité qui est... Et ça doit absolument être pris en compte et communiqué de manière extrêmement claire de la part du Conseil fédéral. On n'a pas le droit de faire pression sur les gens pour utiliser cette application. C'est la condition pour que cette dimension de volontariat soit respectée. En 10 secondes, le fait que ça tombe dans de mauvaises mains, ça vous inquiète ? C'est un abus absolument clair. Et c'est une discussion qui va bien plus loin que la protection des données, la protection de ma vie privée. C'est tous les abus, le détournement de ces technologies, comme c'est possible de détourner n'importe quelle technologie. Des petits malins plus ou moins bien intentionnés vont trouver moyen de détourner cette technologie. Et ça doit être un risque qu'on doit prendre en compte. Johan Rochelle, on va lancer la 3e séquence, une séquence encore réalisée par Emmanuel Tagnard qui a décidément bien travaillé pour cette émission. On part en Chine, où vous allez le voir, le contrôle là, est à un stade assez extrême. La grande tentation autoritariste, influencée par le succès du modèle chinois, est dans tous les esprits. Les citoyens chinois sont scrutés en permanence. Les carrefours sont truffés de caméras qui reconnaissent leur visage. Ceux qui passent au rouge voient leur nom et leurs photos s'afficher sur des écrans géants. C'est OK. Ça permet aux gens de savoir quand ils ont enfreint les règles en traversant. Je pense que ça va très bien, parce qu'en Chine, les gens s'en fichent un peu du droit à l'image. Et il n'y a pas de problème si vous êtes discipliné. Ça rappelle aux gens qu'ils doivent respecter les règles. En Chine, la technologie a changé le quotidien. Dans certains supermarchés, le paiement se fait directement par reconnaissance faciale. Votre visage est relié à votre compte. L'utilisation des données très personnelles semble satisfaire les clients. Pour moi, c'est OK. Oui, pourquoi pas? Je montre mon visage et je peux payer. Je n'ai besoin de rien d'autre. Il faut dire que les Chinois ont l'habitude d'être filmés. Le gouvernement a déjà installé plus de 200 millions de caméras. Toutes les ressources de la Chine sont d'abord utilisées pour le maintien du Parti communiste. C'est ce qu'ils annoncent publiquement. Notre existence est avant tout pour le parti. Nous sommes des cibles.
Le but des caméras est de surveiller les changements de société. Ils ont besoin de savoir où est le peuple. Ils se rendent compte immédiatement si tu arrives à des endroits soi-disant sensibles. La recherche de l'ordre et de la stabilité incite les autorités à évaluer et noter le comportement des citoyens. Plus les notes sont basses, moins ils peuvent bénéficier des services de l'État. Exemple avec ce journaliste d'investigation qui ne peut plus acheter de billets d'avion sur Internet. Ça fait plus d'1 an que ça dure. Regardez, j'essaye de payer. Et là, il est écrit « Le passager Liu Hu a été listé comme une personne malhonnête. Vous ne pouvez pas acheter de billets d'avion pour le moment. » Dans un tel contexte, s'opposer à une hôtesse d'aéroport deviendrait impossible si on ne veut pas rentrer à pied ou manquer son avion. La série d'anticipation Black Mirror n'était pas si loin de la réalité. Je suis vraiment désolée, mais votre vol a été annulé. Non. Non, problème avec un voyageur au décollage. Cette dame, s'il vous plaît. Non. Laissez passer la prochaine cliente, madame. Non, trouve-moi un putain de vol! Je vous demande pardon. Je viens d'appeler la sécurité. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je peux vous mettre la note maximale, et voilà. Ce nouveau contrôle social disciplinerait les comportements spontanés ou atypiques en les sanctionnant. De plus en plus d'entreprises suisses sont intéressées par des systèmes de notation pour leurs propres employés. Joanne Rochelle, on voit que là, l'État, les nouvelles technologies façonnent à l'extrême l'individu et c'est ce qui nous attend dans le futur, vous pensez ? Non, et il faut absolument se battre là contre. Il n'y a pas une fatalité de voir une certaine technologie, une manière d'utiliser les technologies s'imposer. On est de nouveau au thème des anticorps démocratiques qu'on doit développer notre société vis-à-vis de ces technologies. On doit vraiment avoir une saine méfiance. Elles peuvent apporter certains éléments tout à fait positifs, mais on doit vraiment toujours poser clairement des contre-pouvoirs, poser des questions critiques. C'est vraiment nous tous, citoyens, citoyennes, dans l'utilisation qu'on fait de nos technologies et dans l'utilisation qu'on laisse à l'État. Et là, je pense qu'on doit être extrêmement attentif. Est-ce que ce n'est pas un constat d'échec quand on voit une société comme ça où on est obligé de restreindre les individus, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas forcément la loi, du coup ils ne participent pas à la fabrication de cette loi, sinon ils le feraient d'eux-mêmes. Est-ce que là, on n'est pas dans une société où on serait dans un constat d'échec ? Alors là, on est clairement dans le modèle chinois, par exemple, dans une dictature, un régime autoritaire à l'extrême, très très loin de la démocratie telle qu'on la conçoit, et se sert en plus des nouvelles technologies pour aller plus loin, plus vite, plus fort dans ses desseins. Donc là, il y a un double danger. Il y a l'État perfectionniste et l'État autoritaire qui, en plus, ont à leur disposition des technologies. En Suisse, on doit bien sûr rester dans un modèle démocratique avec les contre-pouvoirs et on doit assurer une utilisation intelligente, rationnelle, respectueuse des libertés et des droits fondamentaux de ces technologies. Et je pense qu'il y a une discussion qui va bientôt commencer à monter en puissance et de se dire comment nous protéger face à certaines nouvelles technologies et comment faire un usage des technologies qu'on veut. Notre niveau de maturité va monter quand on va aborder la question de ces nouvelles technologies. Joanne Rochelle, vous me mettez quelle note pour cette émission si vous deviez me noter à la Black Mirror ? Je vous mettrai un 7,5. Ah, d'accord, je prends. Merci beaucoup, Joanne Rochelle, d'avoir participé à cette émission. Vous êtes libre de pouvoir partir de ce plateau. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous écrire si vous souhaitez réagir à notre adresse mail fautpascroire@rts.ch ou nous écrire sur notre page Facebook. La semaine prochaine, on se penchera sur une autre problématique que la pandémie a bousculée et qui a touché de nombreuses familles. C'est celle du deuil. Comment bien faire son deuil quand on ne peut même pas voir le cercueil. Ce sera la semaine prochaine dans Faut pas croire. Je vous dis donc à samedi prochain et d'ici là, portez-vous bien.